les thèmes principaux sur les énergies renouvelables qui utilisent les données du CIRTA. Donc, ce sera plutôt sur le photovoltaïque. Et ensuite, on fera quelques focus sur des thématiques, enfin des thèses qui ont été soutenues depuis la rentrée. Donc, au niveau du CIRTA, voilà. Donc, on utilise les données, les mesures qui sont réalisées au CIRTA pour faire une estimation et une prévision sur la ressource, principalement la ressource solaire, qui nous permet, par exemple, de faire ensuite des modélisations en conditions réelles, en sachant que traditionnellement, les modélisations sont plutôt faites en conditions contrôlées. Ensuite, pour valider les modélisations qu'on fait, on essaie de mettre en place des outils de caractérisation, toujours pour un système qui fonctionne en conditions réelles. Donc, il faut caractériser son environnement, il faut caractériser le système. Et tout ça nous a conduit un petit peu naturellement à nous intéresser au suivi de l'état de santé des centrales solaires photovoltaïques, ainsi qu'au pronostic. Et puis, une activité assez importante est sur les smart grids, donc comment intégrer la production d'énergie photovoltaïque le plus doucement possible, enfin le moins perturbatrice possible dans les systèmes, dans les réseaux électriques. Donc ça, c'est une partie que Jordi va présenter tout à l'heure. Et puis, dernier point de la liste, mais ce n'est pas une liste exhaustive, hein, on s'intéresse à l'optimisation ou l'amélioration des performances d'une centrale solaire photovoltaïque en utilisant des éléments simples et bas coût. Donc, c'est ce que je vais vous présenter, juste le petit focus qu'on fait. Donc, cette partie, c'est la thèse de Christine qui a été soutenue en fin août. Donc, on s'est intéressé à la modélisation et aussi à la démonstration de l'apport qu'on peut avoir en installant des réflecteurs juste en face au regard de modules photovoltaïques. Et donc, on a commencé par faire une optimisation. Donc, sur cette optimisation, pour bien comprendre ce qu'on peut obtenir, on modélise l'éclairement qui est reçu sur le plan des modules photovoltaïques, par exemple au cours d'une journée, donc le 25 février, sans les réflecteurs en bleu ou avec les réflecteurs en rouge. Donc, ce modèle s'appuie sur les mesures de rayonnement qui sont faites au CIRTA. Donc, c'est pour voir ce qui se passerait si une telle installation était réalisée au CIRTA. Et donc, pour le cas particulier du 25 février 2018, on a obtenu un gain de 41%. Donc, c'est un gain, c'est l'énergie apportée en plus par le fait d'installer des miroirs. Et si on projette la modélisation sur tout le mois de février complet, donc on voit le nuage de points, plus x écart de la première diagonale, et plus l'impact des miroirs est important, et plus le rayonnement reçu dans le plan des panneaux photovoltaïques gagne de l'effet des miroirs. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est quelle est la longueur des réflecteurs qui permettent d'optimiser, enfin de maximiser cet éclairement sur le plan des modules. Donc, Christine a fait des simulations du gain moyen sur l'année en fonction de la longueur des réflecteurs, donc plutôt du ratio longueur des réflecteurs par rapport à la longueur des modules. Donc, par exemple, si on a des réflecteurs de la même longueur que les modules, on est sur ce point-là. Et donc, on voit, la première observation que l'on peut faire, c'est que ce gain va saturer. Ce n'est pas la peine d'avoir des réflecteurs de taille immense. Au bout de 7-8 fois la longueur des panneaux solaires, le miroir n'apporte plus rien. Et ensuite, un maximum théorique, on comprend bien que s'il y a un soleil qui arrive sur les panneaux, on met un miroir en face, donc il va y avoir le même soleil qui va se réfléchir et qui va être envoyé sur les panneaux. Donc un gain maximum, on va recevoir 2 soleils, donc un gain de 100%. Ce petit calcul de coin de table, c'est pour que des rayonnements directs. Donc il y a aussi le diffus qui n'est pas pris en compte. C'est pour un miroir qui est parfait, ce qui n'est pas notre cas. Mais nous, sur la simulation, on obtient un gain qui est autour plutôt de 20%. On est loin des 100%. Donc, on s'est dit, c'est peut-être aussi parce que dans cette étude théorique, le miroir, il est toujours incliné de façon optimale pour renvoyer le soleil vers les panneaux. Donc, pourquoi ne pas essayer de simuler, de changer les angles
d'optimiser les angles de notre installation au cours de l'année. Donc en rouge, on optimise 4 fois par an et en bleu, on optimise 1 fois par mois, donc 12 fois. Et là, on voit que le gain, il augmente et on peut espérer peut-être jusqu'à 40% d'amélioration de l'énergie produite par une installation classique en mettant juste des réflecteurs en face. Et ensuite, donc on a utilisé, pour valider les modèles qui ont été développés, on les a comparés à des mesures expérimentales. Donc on a eu une première campagne de mesure qui a été réalisée au CIRTA en 2017. C'était un banc de test qu'on a installé de façon provisoire. Et puis en 2019, on a installé un démonstrateur taille réelle de 1,5 kW de panneaux solaires. C'est installé sur le toit du gypse avec des réflecteurs qu'on a mis juste en face. Donc cette installation, les angles ont été optimisés pour les mois de septembre, mais on est quand même pas très très loin de l'optimum annuel. Et donc pour le transparent suivant, c'est sur cette installation que je vous présente les résultats. Donc ici, on a tracé le gain mensuel mesuré sur cette installation. Donc en vert, c'est d'abord avant d'avoir installé les réflecteurs et en rouge, c'est en ayant installé les réflecteurs. Donc le gain est calculé c'est le ratio en fait de l'énergie mesurée, l'énergie produite mesurée, divisé par l'énergie modélisée. Donc cette période sans réflecteur nous a permis de valider notre modèle puisqu'on a un gain qui est quasiment nul, donc ce qui veut dire que la mesure et le modèle collent à peu près. C'est ce qui est représenté ici sur la figure de gauche où en jaune on a la puissance produite par l'installation et en bleu c'est le modèle. Donc on voit que ça colle à peu près. Donc une fois que le modèle est validé, on peut en déduire le gain apporté par les miroirs parce qu'en fait on n'a pas d'installation sans miroir, donc pour avoir le gain il faut le calculer. Et donc, ici, vous avez un exemple de journée où la mesure est en jaune et le modèle est en bleu. Donc, ce qu'illustre cette figure, c'est que lors des journées de ciel clair, on voit l'apport des miroirs, assez important. Lors des journées nuageuses, les miroirs n'apportent pas un suréclairement significatif au niveau des modules. Donc, ce qui peut aussi expliquer pourquoi les gains les plus importants sont plutôt au moment des équinoxes. Et par contre, en hiver, les miroirs ne vont pas apporter vraiment un suréclairement au niveau des panneaux. Donc voilà, maintenant je vais passer la parole à Jordi. Oui, donc on va changer d'échelle. Là, on va s'intéresser donc aux résultats de la thèse de Fausto Calderón, en fait, qui a été soutenue hier, sur la prise en compte de l'incertitude d'une prévision solaire pour la gestion locale de l'énergie. Donc déjà, on s'intéresse aux micro-réseaux, aux bâtiments connectés, intelligents et qui ont des solaires et des batteries, parce que on voit que les déploiements massifs des énergies renouvelables et en particulier des photovoltaïques va se faire aussi en lien avec l'échelle locale. Et donc, une gestion locale comme celle qu'on voit dans l'animation, c'est l'objet de la présentation de cette partie et du sujet de la thèse de Fausto. Donc, pour avoir une bonne gestion locale, donc normalement, on associe des moyens intermittents, donc du photovoltaïque avec une consommation et des moyens de stockage. Et dans notre cas aussi, c'est des réseaux, donc des bâtiments qui sont connectés. Donc, c'est pour ça qu'on voit le réseau aussi. La problématique est bien connue aussi quand on déploie et quand on utilise les énergies renouvelables, c'est qu'ils ont un profil de production, là on voit sur la courbe rouge, qui n'est pas tout à fait la même que le besoin en consommation, que c'est la courbe bleue. Donc, c'est une courbe type de moyens de demande. Et donc, matcher les deux, donc faire que la rouge se correspond à la bleue ou que les deux s'approchent, c'est tout l'enjeu. Et il y a deux solutions qui ont été explorées en termes physiques. Une, c'est avec des batteries, qui peut aider à faire du tampon et aussi à stocker le surplus et l'utiliser plus tard. Et l'autre, c'est le réseau national d'électricité. Alors, la façon de gérer cette énergie-là,
demande de manière efficace, demande de l'optimisation. Et c'est dans ce mot-là d'optimisation qu'on s'est centré sur deux questions concrètes. Parce que si on veut avoir une optimisation, il faut qu'à l'avance, on puisse anticiper combien de production on aura. Donc, il faut une prévision solaire. Donc, mais cette prévision solaire va être par nature incertaine. Toutes les prévisions ont des erreurs. Donc, imaginons une prévision comme ça. Le jour, la veille, on a cette prévision pour le lendemain. Et on s'intéresse à savoir quelle est l'incertitude, la fiabilité de cette prévision. On a appliqué une méthode d'analogue ensemble, c'est-à-dire on est allé chercher des prévisions similaires dans le passé et on y a associé les observations qui s'étaient produites réellement pour ces prévisions-là. Et avec cette analyse un peu statistique et d'analogue, on a pu définir de manière significative des quantiles, donc probabilistes, de 10, qui serait une vision pessimiste. Donc, ce serait que 90% du temps, on allait produire plus que cette courbe verte que je viens d'afficher, ou des quantiles très optimistes, le quantile 90, qui nous dit presque le maximum qu'on va pouvoir produire dans cette journée en particulier. Donc, l'écart, ça nous montre la fiabilité ou l'incertitude d'une prévision. Et cet écart-là n'est pas du tout constant, ça dépend des conditions météorologiques et ça dépend aussi de la nature de la prévision en soi. Maintenant, on va à la gestion de cette prévision pour prendre des décisions. Donc, on a cette information-là et maintenant, on sait que le lendemain, on aura une demande, donc une consommation qui va suivre cette courbe noire, on voit ici. Donc, il faudra que le modèle choisisse qu'est-ce qu'il va faire pour satisfaire cette demande. Ça va dépendre de ce qu'on veut optimiser ou de ce qu'on veut minimiser. Là, on peut minimiser le coût d'énergie, c'est une approche classique. On peut minimiser le coût de CO2 lié à la décision de la gestion, ou on peut aussi minimiser d'autres services comme réduire les pics de l'électricité souterraine au réseau. Là, mettons qu'on se met dans l'un de ces scénarios-là et qu'on a décidé de faire une prévision plutôt pessimiste, donc le quantile 10, et que le modèle nous a dit d'utiliser la partie de la nuit avant le lever du soleil, donc l'utiliser à partir de l'énergie de la batterie, et que le reste va être soutiré du réseau, et comme ça, on a notre production et notre énergie. Maintenant, le jour arrive et on passe à l'étape d'équilibrage, parce que bien sûr, les prévisions sont toujours incertaines, et en fait, est-ce que nous avons dit donc qu'on allait mettre de la batterie et qu'on allait utiliser le réseau, en fait, peut être différent de ce qu'on va faire. Déjà parce que ce jour-là, imaginons que la production qu'on a eue en réel, c'est beaucoup plus optimiste que ce qu'on a dit. Et c'est là où il y a la notion de l'engagement au réseau. Donc, c'est un service qu'on a exploré dans la thèse de dire, OK, si on a plus ou moins d'électricité produite, on va essayer de tenir notre engagement vis-à-vis du réseau, donc cette partie orange, c'est-à-dire on va la garder pour que le réseau voit notre système comme déterministe, donc on va soutirer ce qu'on avait dit. Donc ça nous implique pour ces journées-là que la partie grisée est de l'énergie en trop, donc que soit on peut stocker, ou soit on peut décider de brider. Et donc, l'idée, c'est celle-là qu'on a appliquée, et je vous présente juste un tableau avec une analyse saisonnière de l'optimisation, avec chaque ligne un des modèles d'optimisation différents qui utilisent des quantiles. Chacun utilise des quantiles différents parce que chaque service, on a remarqué que le quantile associé est différent, et on voit déjà qu'en hiver, les coûts en électricité et en CO2 sont beaucoup plus importants qu'en été. C'est pas une surprise compte tenu du mix électrique et de la quantité de photovoltaïque qui serait disponible. Et si on le compare avec les stratégies sans prise en compte des quantiles, donc avec la modélisation numérique du temps, NWP, donc on voit qu'on est capable d'améliorer sensiblement la stratégie en termes d'indicateurs pour tous les cas, pour tous les types de services qu'on souhaite
fournir. Voilà. Et ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, ce concept-là est en train d'être appliqué sur le micro-réseau qui est au CIRTA et qui utilise des vrais panneaux, des vraies éoliennes, des vrais équipements, donc vous voyez des batteries, on voit une charge programmable et tout est connecté et monitoré en temps réel. Donc, ce concept-là va être déployé d'abord ici et après dans des systèmes réels. Ce que j'affiche à droite, c'est le bâtiment Dry's Innovation Center de l'École Polytechnique, mais aussi, à terme, on va être intéressé à appliquer ce type de stratégie dans notre futur bâtiment. Et comme ça, on ferme un peu le cercle de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez de nouveau la photo du chantier dans l'état. Et ici, en bas à gauche, c'est là où il y aura la nouvelle ferme photovoltaïque qui reste à définir, avec des concepts qui peuvent être innovants. J'ai vu une photo de Sophie qui montrait des panneaux avec des moutons, pourquoi pas. Et un local avec des batteries, comme Martial en a parlé, et une plateforme de test photovoltaïque ici. Donc, on a prévu que 50% de l'électricité liée à la vie du bâtiment, donc hors tout ce qui est instrumentation, peut être fournie par cette ferme avec des moyens de stockage et avec des stratégies de gestion comme je viens de présenter. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Anne et Jordi pour votre présentation et on va pouvoir passer aux questions. Donc une première question d'Olivier justement sur est-ce que compte tenu des prix des panneaux qui diminuent très rapidement, n'est-il pas plus efficace de densifier les panneaux plutôt que d'ajouter des miroirs ou des surfaces réfléchissantes? Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Donc, la première réponse, c'est que si je densifie les panneaux, il va falloir que je les couche plus pour qu'ils ne se fassent pas de l'ombre, donc ils vont moins produire. Alors que si je mets les miroirs, on va pouvoir peut-être longueur de miroir égale longueur de PV, on va avoir du gain et peut-être un petit peu moins d'ombre. Après, dans les panneaux, enfin, on cherche à trouver aussi des solutions de miroirs bas coût, 100% recyclables, le plus possible recyclables. Alors que voilà, dans les panneaux, dans les modules photovoltaïques, il y a des éléments rares, il y a au niveau recyclable, on sait peut-être un peu moins faire que sur les miroirs. On a une deuxième question, justement toujours concernant les miroirs. Avez-vous une idée de Dominique Desmingel? Avez-vous une idée du gain d'un miroir par rapport à du PV avec un tracker un axe? Et deuxième question, qu'en est-il de la maintenance des miroirs? On a Vincent Bourdin aussi dans la salle qui a aussi gradé le sujet. Et apparemment, oui, il y a un peu de gains avec si les miroirs sont bien optimisés et on peut se permettre de l'optimisation régulière, donc pas des miroirs fixes, on peut arriver, oui, à avoir plus d'intérêt avec les miroirs qu'avec les panneaux. A priori, on a, même pour des miroirs fixes optimisés, comme le projet Aleph sur lequel nous travaillons précédemment, on est mieux qu'un tracker un axe. C'était ça la question. Ouais. Et ensuite, donc la deuxième question, quelle est la maintenance des miroirs? Est-ce qu'il... C'est pareil. Je dirais le problème de la maintenance pour nous, c'est qu'on essaye de travailler avec le moins de maintenance possible sur nos installations, dans l'idée de réduire les coûts de main-d'œuvre en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas se faire. Et ça peut notamment se faire dans les pays où le coût de main-d'œuvre est faible en créant de l'emploi. Ça peut se faire dans les pays où le coût de main-d'œuvre est fort, soit en choisissant de créer de l'emploi, soit en mettant en place des robots nettoyeurs, comme ça se fait déjà sur des plans photovoltaïques. On peut imaginer
petit robot qui parcourt les surfaces en les nettoyant de manière complètement automatisée. Et puis voilà, d'autre part, dans une optique développement durable, finalement, avoir un peu d'emplois peu qualifiés, entre guillemets, pour une partie de la population et qui permettent quand même aux gens de vivre et d'avoir un emploi, c'est pas forcément une mauvaise idée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense, oui. Est-ce qu'on a d'autres